Bienvenue chez Let It Be. Les balados de Let It Be sont des univers en soi qui vous décalent de l'espace-temps pour mieux vous entrouvrir les portes de cette philosophie de vie si simple, si apaisante. C'est Marie qui vous guide, seule ou avec mon invité, on vous souffle doucement dans vos oreilles des méditations et des échanges originaux et inspirants. Let It Be est un podcast de méditation soutenu par Let It Be Méditation et ses formations en méditation. Alors, on commence. J'ose à peine le dire, mais c'est parfois à des moments où je me suis sentie le plus vulnérable ou le plus en contact finalement avec des émotions de l'ordre de la tristesse en moi, que j'ai finalement livré une de mes meilleures prestations, car il y avait presque quelque chose de l'ordre de l'acceptation profonde de notre condition humaine, et c'est de ça que se nourrit le lien entre soi et l'autre, entre soi et le groupe qu'on accompagne. Bienvenue chez Let It Be. Les balados de Let It Be sont des univers en soi qui vous décalent de l'espace-temps pour mieux vous entrouvrir les portes de cette philosophie de vie si simple, si apaisante. C'est Marie qui vous guide, seule ou avec mon invité, on vous souffle doucement dans vos oreilles des méditations et des échanges originaux et inspirants. Let It Be est un podcast de méditation soutenu par Let It Be Méditation et ses formations en méditation. Alors, on commence. Alors, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast où, comme à notre habitude, ou comme à mon habitude, je vais partir de quelque chose qui m'est arrivé comme professeur de méditation. Mais on peut extrapoler ça à comme coach, comme thérapeute, comme professeur de yoga, comme professionnel qui qui doit donner une prestation ou autre. Et donc, quand je parle de ça, dans le qu'est-ce qui m'est arrivé, qui sera la base finalement de ce que je vais vous livrer aujourd'hui, c'est ce qui m'est arrivé il y a quelques semaines où je devais donner une méditation devant une cinquantaine de personnes et le matin, je filais pas du tout. On parle pas de mal filer physiquement, d'être malade ou autre. C'était plus d'être dans une énergie basse, ne pas aller, de sentir aussi que dans cette énergie-là, j'avais un peu mon ego qui prenait une certaine place. Donc, c'était vraiment le fait de pas bien aller, de pas être du tout dans l'énergie qu'on aimerait être pour donner une prestation devant un grand groupe. Et ça, ce que je vais faire, c'est évidemment le dérouler par rapport à ce qui s'est passé, les leçons que j'en ai tirées, parce que c'est vraiment pas la première fois que ça m'arrive, mais en même temps, ce que je voudrais, c'est que vous puissiez l'extrapoler et que vous puissiez le comprendre au niveau qui va vous faire du bien. Si vous êtes prof de yoga, c'est avant de donner une séance de yoga. Si vous êtes peut-être plus dans le monde de l'entreprise, c'est peut-être avant d'animer une réunion ou avant, par exemple, de participer à une rencontre qui est un peu sensible. Si vous êtes coach, thérapeute, c'est avant une séance 1-1. Bon, comprenez un peu dans quel esprit je vais vous apporter ces solutions-là. Et juste pour vous expliquer aussi la façon dont j'ai pensé résoudre ces problèmes-là, ça va se faire en deux parties. Aujourd'hui, en fait, ce que j'ai vraiment envie de vous donner dans le podcast, c'est quoi faire. Donc, on est vraiment, je parle à votre tête, je parle à votre cognitif sur quoi faire dans ces moments-là. Mais bien évidemment, moi, toutes mes réponses, elles se formulent d'abord sous la forme de méditation. Donc, au-delà du quoi de faire qui est dans ce podcast, je vais vous inviter le 24 avril prochain à midi à une méditation gratuite, donc peut-être une demi-heure, je sais pas, en tout cas le temps c'est jamais une grosse préoccupation, mais une méditation gratuite où là, c'est une méditation que j'ai appelée juste avant, je vais vous donner une méditation pour pouvoir à faire juste avant pour prendre soin de soi quand justement on se sent très fragile et qu'on doit quand même assurer devant une personne, une rencontre difficile, un groupe, etc. Donc c'est la méditation juste avant, 24 avril dans le cadre des rendez-vous Let Me Be et ça va être, c'est ça, sur l'heure du midi, heure du Québec. Et évidemment, j'avais pensé l'enregistrer cette méditation-là. Donc si vous n'êtes pas disponible en direct, vous allez pouvoir la voir après dans le podcast, le même podcast que vous écoutez à cet instant. Et donc, pour remettre un petit peu en perspective, qu'est-ce qui s'est passé
cette fameuse matinée où je devais donner une méditation devant de nombreuses personnes, je me sentais vraiment pas bien, je me sentais extrêmement fragile, dans un état totalement désaligné, et en même temps je sentais que j'avais comme mon ego qui était présent, donc c'était pas quelque chose d'agréable à vivre, ce feeling-là, mais on s'entend que on peut pas forcément toujours tout annuler, en tout cas ça peut arriver souvent d'annuler quelque chose, mais on ne peut pas annuler quand on ne se sent pas bien. Donc il y a forcément une voie qui existe pour pouvoir à la fois se respecter dans qu'est-ce qu'on vit et pouvoir transmettre ce qu'on a à transmettre à la hauteur de ce pourquoi on a été choisi. Donc ça peut être, moi cette journée-là, je ne savais pas qu'est-ce qui m'arrivait, mais à d'autres moments on sait qu'est-ce qui nous arrive. Je me souviens, c'était il y a vraiment quelques années, c'était en 2019 au monastère des Augustines. Je devais donner une méditation cette fois, pareil, devant peut-être 50-60 personnes à l'époque, et je venais d'apprendre que mon père venait d'être hospitalisé pour sans qu'on sache qu'est-ce qui s'était passé, et donc j'ai juste eu l'information avant de donner la méditation, quelques heures avant de donner la méditation, et donc j'ai dû jouer avec ça. Et donc c'est un peu tous ces cas de figure-là qui peuvent être multiples et que vous pouvez adapter à votre réalité, qui peuvent apparaître et dont on doit prendre soin tout en respectant et en honorant notre engagement. Donc, je vais vous donner plusieurs trucs, je n'ai pas compté, au moins 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, disons, au moins 7 façons finalement de prendre soin de soi et de garder son côté professionnel quand ça nous arrive, quand on doit assurer devant un groupe. Donc évidemment, je prêche pour ma paroisse et c'est ce que j'ai fait il y a quelques semaines quand j'avais mon petit mal-être intérieur, c'est de méditer juste avant de donner sa prestation. Donc moi j'avais de la chance, c'était de donner une méditation devant des personnes, donc je arrive toujours très en avance, et puis pendant 20 minutes, devant eux, pendant qu'ils s'installaient, j'ai carrément médité, et je dois dire que ça a enlevé une grosse partie de ma charge. Donc c'est pour ça que je veux vous donner comme une méditation à emporter, à avoir tout le temps avec vous, pour pouvoir l'écouter et prendre soin de vous. C'est un peu que ce que j'ai fait, mais de manière autonome à ce moment-là, puis vous l'aurez de manière guidée. Si vous ne pouvez pas, si vous devez accueillir des participants ou autres, puis que vous ne pouvez pas méditer en plein dans leur face, peut-être que vous pouvez aller dans un endroit un petit peu caché pour méditer. C'est pas obligé d'être long. L'important, c'est de se donner ce temps-là. Donc, c'est pas obligé du tout d'être long, mais vous pouvez aller vous cacher dans un endroit où vous allez sentir que vous allez être en sécurité pour pouvoir méditer. Le cœur de qu'est-ce que j'ai à vous dire, et là c'est la deuxième chose, c'est de ne pas chercher à cacher qu'est-ce qu'on porte. Donc ça veut dire de ne pas faire semblant que tout va bien, jouer le jeu de la personne zen, en maîtrise, calme, si finalement intérieurement il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'effondrement, du mal-être ou autre. Parce que c'est porter un masque, c'est jouer un jeu, c'est finalement masquer, c'est ne pas faire preuve d'authenticité par rapport à ce qu'on vit. Puis je suis pas forcément d'accord pour verbaliser ce qu'on vit, puis là on va faire une différence par rapport à ça, mais il y a je pense que la clé dans ces moments-là, c'est d'être dans une posture où on est totalement en reconnaissance de notre souffrance intérieure et dans un espace où on est capable de bercer et prendre soin de son petit enfant intérieur qui souffre, tout en étant quand même en lien avec le groupe, avec qu'est-ce qu'on a à faire, avec la méditation qu'on doit guider. Et donc, je vous déconseille totalement d'essayer de jouer le jeu que tout va bien, d'être zen, de faire semblant, parce que ce sera juste faire semblant. La vraie authenticité, c'est d'être à la fois capable de reconnaître ce qu'on porte, ce qu'on vit, ne pas le mettre en déni, et d'agir à partir de ça, mais sans que ça nous entrave. Parce que je le vois beaucoup chez les chevaux, mais on est tous des chevaux quelque part, hein, des humains, on est juste comme des chevaux mais moins sensibles. Mais un cheval, quand on fait semblant par exemple de ne pas avoir peur devant lui, en ayant une attitude qui fait semblant d'être en contrôle, mais qu'au fond on a peur, il sent une incohérence et c'est encore pire, donc il se laisse pas aller
avec nous. Alors que quand il sent que on a peur, mais qu'on est au courant de notre peur, puis qu'on l'assume, on l'accepte, et qu'on s'approche de lui, il sent pas cette incohérence, donc il va être beaucoup plus facile à approcher. Et je pense que dans un groupe, on donne le ton un peu de la confiance en fonction de l'énergie qu'on dégage. Et si dans cette énergie, il y a comme quelque chose qui masque, qui crispe, qui est inauthentique, ben, les personnes qui vont nous écouter, que ce soit un groupe ou une personne, ben, elles vont sentir que il y a comme quelque chose de louche et elles vont pas se laisser aller autant. Alors que si on est vraiment dans notre authenticité, dans la reconnaissance pleine de qu'est-ce qu'on vit, qu'est-ce qu'on porte, sans chercher à le cacher, sans le surjouer non plus en étant au 36e dessous ou autre, ben, il y a comme quelque chose qui touche de l'ordre de la vulnérabilité, de l'humilité, qui finalement va jouer le jeu de toucher les cœurs. Malgré le fait que ça aille pas, ben, finalement, cet espace dans lequel on est, qu'on accepte, cette vulnérabilité que nous-mêmes, on assume, finalement, elle peut jouer pour nous en touchant les cœurs, en se mettant dans cet espace de vulnérabilité et surtout d'humilité, ben, ça vient comme faire résonner aussi quelque chose dans le groupe à ce niveau-là. Mais il y en a qui vous disent si ça va pas, faut le nommer au groupe, faut dire les choses, faut être transparent. Je fais toujours une différence entre transparence et authenticité. Pour par exemple Rogers, qui est celui qui a inventé, en tout cas qui a popularisé les différentes dimensions de ce qu'on appelle la psychologie humaniste. Il fait vraiment une différence entre authenticité et transparence et c'est un modèle que j'utilise beaucoup. L'authenticité, c'est être au courant de qu'est-ce qui se passe en nous et ne pas chercher à se censurer, à cacher, à masquer ce qu'on ressent. Au contraire, c'est sentir qu'est-ce qu'on vit et lui donner une place. La transparence, c'est l'étape d'après qui serait de tout verbaliser, de tout raconter à l'autre qu'est-ce qui se passe. À part le fait, quand on est nerveux, on sait que c'est une petite technique de dire « oh, je suis nerveuse aujourd'hui », on le dit, puis évidemment, ça peut tempérer. Quand on se sent fragile, qu'on file pas et tout ça, je sais pas si c'est une bonne idée de l'exprimer à un groupe, surtout un groupe qu'on n'a jamais vu, qu'on reverra presque jamais. Est-ce que ça vaut le coup? Si c'est si un groupe qu'on suit depuis des années, si on les connaît relativement bien, on peut se permettre d'être plus dans cette ouverture, mais je pense qu'en grand groupe, la première impression est quand même bonne et s'attarder sur des choses d'ordre personnel ou trop expliquer qu'est-ce qu'on vit, je sais pas si c'est toujours une bonne idée de le faire. On peut dire quelques mots. Par exemple, on peut dire je vous accueille avec ma petite énergie aujourd'hui, puis je vais prendre soin de votre énergie avec mon énergie, mais comme le qualifier, mais sans trop s'étendre. Parce que le plus important, c'est qu'est-ce qu'ils vont recevoir, qu'est-ce qu'ils vont percevoir, et le plus important, c'est de ne pas être en déni de qu'est-ce qu'on porte, mais c'est vraiment d'être dans l'esprit, de ne pas non plus s'étaler, puis d'être trop transparent par rapport à ça. J'espère que c'est clair par rapport à ces nuances-là. La troisième chose que je voulais vous offrir, c'est un truc qui est récupérer des connaissances qu'on a par rapport à la façon de venir prendre soin de son deuil. Quand on est en deuil, il y a des moments où le deuil remonte, un petit peu comme par vague. Il y a des sanglots qui commencent à se coincer dans la gorge, puis ça va moyen. Et moi, ce que m'avait appris ma psy à l'époque, on remonte il y a au moins 20 ans, c'était m'avait appris à demander à mon deuil d'avoir un petit répit et peut-être pour l'heure qui va arriver, d'être comme mis entre parenthèses dans ce deuil-là, en lui promettant que j'allais lui donner du temps par la suite, au fil de la journée, pour pouvoir prendre soin de ses émotions qui auront été patientes avec moi. Et donc, je m'en suis beaucoup servi quand j'ai justement appris que mon père était à l'hôpital, j'étais loin, puis c'était le jour de la fête des pères, imaginez, la fête des pères en France. C'était un dimanche, puis je donnais une méditation cette journée-là. Et donc, j'ai demandé à ma peine, à mon côté qui était bouleversé, de se tempérer le temps que je puisse prendre soin de mon groupe et de venir après. Puis je vois des photos de cette journée-là, ça paraît pas que je vis ce que je vis, c'est quand même totalement incroyable. Et justement après j'ai honoré l'engagement que j'avais par rapport à moi-même et je me suis donné du temps pour vivre ma peine.
Moi, ce qui m'aide aussi, c'est le quatrième truc, c'est peut-être de repérer dans le groupe. Donc c'est plus difficile parfois dans un groupe qu'on ne connaît pas, mais parfois dans un groupe qu'on ne connaît pas majoritairement, il y a toujours une ou deux personnes qu'on connaît, c'est de se raccrocher à ce que j'appelle les personnes bonbons. Les personnes bonbons, c'est celles qui nous donnent du courage juste par leur façon d'être. Elles acquiescent, elles sont dedans, elles comprennent, on sent qu'elles sont vraiment bien dans qu'est-ce qu'on leur livre, qu'il y a comme une fluidité entre notre monde et leur monde. Et ces personnes-là, on a toujours dans le groupe qu'on peut observer. Et donc moi, elles me sont précieuses, ces personnes bonbons. Dans les petits groupes que j'anime, j'ai toujours une ou deux personnes bonbons. Puis même dans les grands groupes, quand je connais pas grand monde, il y a toujours quelqu'un qui se distingue comme étant cette personne bonbon. Et donc énergétiquement, avec ces personnes-là, il y a comme quelque chose qui peut venir nous substanter, nous aider. Donc c'est sûr que ça s'y prête moins quand on est dans le 1 à 1, ça s'y prête plus quand on est dans le groupe. Mais c'est quand même intéressant justement quand on est dans le groupe de les repérer. Je vais extrapoler maintenant pour mon 1, 2, 3, 4, 5, 6e truc déjà. C'est quelque chose que je trouve fondamental et qui est emprunté à toute la littérature autour de l'autocompassion, donc de Christine Neff. Et donc de se dire que quelque part, ce qui nous arrive de difficile, de désagréable, de bousculant, de triste, tout ce qui remonte, toute cette souffrance qu'on vit et qui prend place, peut-être pas forcément au bon moment, mais c'est le propre de l'être humain. Et donc de venir normaliser que l'être humain, dans tout son côté existentiel, dans ses hauts, dans ses bas existentiels, va avoir à vivre ça. Et donc, on n'est pas l'exception, c'est pas la vie qui s'acharne sur nous, on n'est pas cette exception-là. On fait partie de cette grande humanité avec un grand H. Et donc, nous, aujourd'hui, c'est ça qu'on vit. Et donc, c'est fondamental de se reconnaître dans notre nature incarnée, souffrante, humaine, en se disant que ces hauts et ces bas de la vie, ces hauts et ces bas existentiels de la vie, ils sont tout à fait normaux. Et rien que ça, ça peut nous permettre de venir rajouter un baume dans ce qu'on a à vivre. Et donc, dans ce que je vous dis là, et ça va peut-être un petit peu comme rassembler le tout, je vous donne des trucs qui vont autant de la méditation, autant du questionnement sur l'authenticité, la transparence, la question par rapport au deuil, se raccrocher à une personne bonbon, sentir qu'on fait partie d'un tout. Mais au-delà de tous ces trucs qui peuvent paraître des techniques, moi ce que je sens c'est que c'est d'abord un rapport à moi-même que je viens offrir. Et un rapport où je ne joue pas de jeu, je reste vraiment dans ces moments-là, dans mon humilité, donc je prends soin de qui je suis et j'ai toute une partie de mon énergie, de mon attention qui est comme dans une forme de douceur pour prendre soin de ma petite fille intérieure qui souffre, comme si je l'avais dans mes bras, dans des bras invisibles à l'intérieur de moi pour la porter, pour pouvoir donner aussi un certain amour finalement à cette souffrance-là. Et l'autre partie de moi, c'est la partie qui vient honorer le contrat que j'ai à faire, que ce soit en 1 à 1 avec une cliente. J'ai pas beaucoup de clients, j'ai que des clientes pratiquement, ou encore 1 à 1 avec un groupe. Donc c'est vraiment l'idée de venir avoir comme un égard pour tout ce qui est vivant, en s'incluant soi-même, cette partie qui souffre, le client qui est là. Et quelque part, je pense que souvent, même si foncièrement je peux me dire ça va être vraiment pas ma meilleure prestation parce que ça va pas, mais le fait d'être totalement en acceptation de mon humanité, de ma vulnérabilité, ça me met dans un espace de porosité par rapport à moi-même, de porosité par rapport à la relation, de porosité par rapport au groupe, une façon d'être finalement humble, c'est vraiment dans sa version première qui est loulou, c'est le fait d'être un peu plus donc dans cette énergie-là, mais qui est déposée sur l'humilité, sur la vulnérabilité. Et je pense que dans l'invisible, il y a quelque chose qui vient toucher les cœurs. Donc, le groupe, la personne va sentir qu'il y a un échange très très authentique qui se crée là, finalement qui vient invalider l'idée que on pouvait pas faire cette séance-là, on pouvait pas faire guider cette méditation-là ou cette séance-là ou ce yoga-là parce qu'on n'était pas assez en forme. Mais justement dans le fait de pas être forcément en forme, mais d'être dans l'acceptation première de qui on est à ce moment-là, il y a une magie qui s'opère.
Donc, j'espère que j'ai été claire par rapport à ces explications-là. Clairement, on a une suite, c'est pas fini. Cette suite, ça va être donc jeudi le 24 avril pour la méditation qui s'appelle Juste avant. Donc une méditation peu référence que vous pourrez garder pour justement vous mettre dans cette énergie-là que je vous contais, qui est dans cette énergie finalement de prendre soin, donc d'autocompassion pour soi-même, tout en étant dans la capacité à livrer, qu'est-ce qu'on a à livrer. Et tant que je suis là, je vais vous dire qu'est-ce qui s'en vient chez Let It Be. J'ai mis les dates officielles pour la prochaine formation de professeur de méditation qui sera la 32e fois que je la donne, la 25e fois que je la donne en ligne, 32e en tout. Elle va commencer en septembre, fin septembre, et j'ai déjà des inscriptions qui commencent à arriver. Donc ce serait le temps de simplement, si vous êtes intéressé, regardez, je sais pas, m'envoyer un petit message, regardez avec moi les préoccupations que vous avez, les questions que vous posez ou autres, parce que c'est ça, ça va être petit à petit que je vais la remplir. Et comme à mon habitude, je sais que c'est comme un appel qui doit se faire. Je force pas tant pour... je force personne, ça c'est sûr. Je force pas pour la populariser outre mesure, mais je sens qu'il y a toujours un groupe qui se constitue. Ce groupe, il devait se rencontrer, ça crée des amitiés, ça a même créé plein d'entreprises avec des personnes qui se sont rencontrées dans le groupe, dans la cohorte, dans chacune des cohortes. Donc, je sens que c'est ça. Moi, j'ai à lancer l'appel, à dire que c'est possible. Pour ceux qui pensent que c'est pas possible de devenir professeur en méditation, j'ai plein de beaux matériels, plein d'exemples qui vont vous montrer que c'est possible et que c'est même nécessaire dans les temps bousculants dans lesquels on est. Et je sais que le groupe va se constituer avec le jeu des synchronicités pour vous, pour moi. Donc voilà. Mais je vous lance l'appel à ce moment-là. Alors, je vous laisse là-dessus. J'espère que ça vous aide, ce matériel-là. Et j'espère aussi pouvoir avoir vos retours sous forme de commentaires, sous forme de messages, de tout ce que vous voulez, mais pour, c'est ça, sentir qu'est-ce que vous avez besoin, puis comment ça répond à ces besoins-là. Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir écouté jusque-là.